Monsieur le Conseil fédéral, Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à cette conférence de presse sur la séance du Conseil fédéral qui s'est déroulée ce matin. Vous avez reçu la plupart des informations écrites portant sur la séance d'aujourd'hui. 2 communiqués vous parviendront encore sur des affaires de personnel du DDPS. Et puis, vous recevrez encore un communiqué concernant la politique d'asile qui va vous parvenir d'ici quelques minutes, j'imagine, concernant la recherche de places pour les requérants d'asile, de places d'hébergement pour les requérants d'asile. Voilà en ce qui concerne les informations que j'avais à vous donner avant qu'on passe au thème du jour consacré à la stratégie de la politique étrangère pour la législature 2012-2015. Est-ce que vous avez des questions sur cette séance qui s'est déroulée ce matin? Ce n'est pas le cas. Je passe immédiatement la parole à Monsieur le Conseiller fédéral. Merci. Bonjour, Mesdames et Messieurs. La politique étrangère, c'est évidemment très intéressant, mais c'est éminemment stratégique pour un pays, pour son avenir. Et c'est pourquoi c'est tout naturel que le Conseil fédéral, en particulier au début d'une législature, décide de fixer ses axes prioritaires pour la politique étrangère. C'est ce qu'il a fait ce matin. Et il a fixé les axes prioritaires aussi en réponse à une motion du Conseil national. Donc on a fait d'une pierre deux coups, la fixation de cette stratégie et la réponse également à la motion qui demandait précisément qu'il y ait en matière de politique étrangère une stratégie. J'aimerais aussi dire que nous souhaitons marquer la volonté de coopération au niveau du collège gouvernemental pour la politique étrangère. Ce travail horizontal et cette coopération entre départements n'est pas toujours évidente, mais elle est absolument nécessaire pour la politique internationale en particulier. Et c'est aussi pour cela que nous allons assez régulièrement, non seulement au niveau d'une stratégie générale, mais aussi dans des stratégies plus précises sur des thèmes ou sur des régions, faire le même exercice avec le collège. L'objectif principal de la stratégie de politique étrangère de la Suisse, c'est la défense de nos intérêts et c'est également la promotion de nos valeurs. C'est clair que cela s'inscrit dans un contexte, et ce contexte est d'ailleurs très mouvant. Je ne vais pas le prendre maintenant, il est bien sur l'image derrière vous. Malheureusement, qu'en français, je suis désolé, mais si vous voulez, je traduirai tout à l'heure. Néanmoins, on n'a pas eu le temps de traduire tout de suite toutes ces images qu'on a fait cette nuit. Mais nous aimerions simplement vous dire que je ne vais pas aller dans le détail. Vous avez reçu le texte, il est relativement court, qui est voulu ainsi pour une stratégie générale. On pourra prendre le contexte si vous le voulez, mais j'aimerais aller directement au fait. Donc, objectif, défense de nos intérêts, promotion de nos valeurs. Les intérêts, c'est clairement l'indépendance du pays, sa prospérité et également sa sécurité. Et concernant les valeurs, eh bien, c'est les droits de l'homme, la démocratie, la préservation également de nos ressources naturelles, la lutte contre la pauvreté et la paix. Et ces éléments sont relativement intangibles, mesdames et messieurs, parce qu'ils sont dans la Constitution. Donc il y a là rien de très nouveau. Et il faut parfois le rappeler, le poser comme un cadre, mais ces éléments-là découlent des articles de la Constitution consacrés en particulier à la politique étrangère. Et les principes de la politique étrangère, il y a en particulier 3 principes qui sont confirmés et qui sont les bases même de la politique étrangère suisse, qui sont l'état de droit, l'universalité et également la neutralité. Et nous y ajoutons encore la solidarité et la responsabilité. Concernant ces principes qui sont aussi relativement intangibles, il y a quand même un certain nombre de choses à préciser. Tout d'abord, l'état de droit. Je dirais que c'est assez évident que la Suisse se bat pour l'état de droit. C'est une claire volonté depuis très longtemps, mais c'est aussi un peu dans son intérêt, évidemment, dans la mesure où le droit doit primer sur la force, en particulier pour un pays qui n'est pas immense et dont les meilleures forces sont précisément dans le droit et pas dans la force elle-même au premier sens du terme. Concernant le principe d'universalité, on a un pays qui n'est pas dans les grandes alliances, ni dans l'OTAN, ni dans le G20, ni dans l'Union européenne, et qui a par conséquent là aussi intérêt à avoir des relations qui sont bonnes, même si possible qui sont plus que bonnes, avec de nombreux partenaires, de nombreux pays. Ça ne veut pas dire, et on le verra tout à l'heure avec les axes prioritaires, ça ne veut surtout pas dire qu'il ne faut pas fixer des priorités. Parce qu'il n'est tout simplement pas possible
d'avoir les ressources nécessaires et ne serait-ce que le temps nécessaire pour être universel de manière totalement parfaite. La neutralité, ensuite, c'est clairement le droit et la politique de neutralité. Et la neutralité, c'est quelque chose qui est dans l'intérêt de la Suisse. C'est un moyen de défendre les intérêts de la Suisse, mais c'est aussi un moyen de mettre en valeur la force de la Suisse, notamment dans les aspects de médiation ou dans les aspects de bons offices. Donc la neutralité reste très importante et doit à l'avenir être utilisée comme cela, comme un moyen de défendre nos intérêts et comme un moyen de mettre en valeur le pays et ses forces. Nous rajoutons la solidarité et la responsabilité. L'image de la Suisse est bonne, mesdames et messieurs, elle est bonne, vous le savez. Quand on voyage, il y a quand même beaucoup de choses très positives qui sont dites à l'étranger de la Suisse. L'image est bonne, mais il y a quand même un peu d'envie et il y a un cocktail qui peut être un peu détonnant parfois de situations dans lesquelles on a une grande réussite économique, une attractivité fiscale, par exemple, et puis aussi cette situation de centralisation, par exemple, dans le domaine du trading des ressources naturelles, des matières premières. Et il est évident que tout cela doit être mis dans la balance avec la solidarité et la responsabilité de notre pays à l'égard des grands enjeux globaux, que ce soit l'eau, l'alimentation, l'énergie, l'économie, l'immigration, etc., le climat. Et en l'occurrence, il nous paraît très important au Conseil fédéral de positionner ces principes, état de droit, neutralité, universalité, également avec systématiquement cette composante de solidarité et de responsabilité de notre pays. Ce qui nous amène aux 4 axes prioritaires avec un devoir au centre. J'en parle peut-être tout de suite. C'est marqué ressortissants suisses. Donc il s'agit des Suisses qui vivent et qui voyagent à l'étranger. Vous savez qu'il y a 700 000 Suisses à l'étranger, presque le 10e de la population suisse. Et puis il y a aussi 16 millions de voyages de Suisses à l'étranger. Donc évidemment, il y en a qui voyagent plusieurs fois, c'est évident, mais ça fait beaucoup de voyages, donc beaucoup de chances et beaucoup de risques aussi, ce qui pose parfois un certain nombre de problèmes. Nous avons des réorganisations en cours en matière de services consulaires, nous avons aussi de nouveaux services à moderniser en la matière et nous avons un certain nombre de défis à relever. Ça, c'est un point central, mais qui n'est pas en tant que tel un axe prioritaire. J'en viens vraiment aux axes prioritaires. Le premier axe prioritaire, c'est les pays voisins. Les relations avec les voisins ne sont pas aussi évidentes qu'on pourrait le croire. Peut-être qu'on a estimé par le passé que les relations avec les voisins allaient de soi, étaient naturellement bonnes. Bien, ce n'est pas forcément le cas. Et ces relations avec les voisins doivent être mieux développées, mieux soignées, je dirais. Et il est important de le faire, notamment aussi par l'importance de nos voisins. Nous avons 3 de nos voisins qui sont dans le G8 et dans le G20. L'un d'entre eux est même membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc nous avons des voisins particulièrement de poids. Et dans les questions de coopération transfrontalière que nous avons avec nos voisins, eh bien, on se rend compte que ces questions, assez facilement, se transforment en problèmes qui peuvent être un peu globaux, donc qui ne sont plus uniquement transfrontières, mais qui prennent des allures de problèmes globaux. Par exemple, la fiscalité, l'énergie, les transports, l'environnement. Nous voulons donc entretenir et développer nos relations avec les États voisins en prenant particulièrement soin des relations transfrontalières et en œuvrant à une solution rapide des différends. Ça, c'est l'axe prioritaire numéro 1. Donc, c'est très concret, très pratique. Nous voulons soigner ces relations et prendre franchement de front les problèmes qui peuvent exister, en particulier en matière transfrontière, de manière à ce qu'ils ne s'enveniment pas et de manière à ce qu'on trouve rapidement des solutions. Concrètement, il y a toute une série de dossiers en cours. Ici, ce ne sont que quelques exemples. Mais des solutions rapides sont nécessaires, notamment pour la question de l'Euro-Airport Bâle-Mulhouse, qui fait l'objet de toute une discussion actuellement sur les conditions de travail en particulier. Et l'avenir de cet Euro-Airport Bâle-Mulhouse est un peu suspendu à la possibilité de trouver un accord entre Suisse et France sur cette question. L'accord est en bonne voie, on peut le dire ici aujourd'hui, et nous sommes optimistes quant à la possibilité de trouver une solution assez rapidement. Concernant Zurich-Kloten, vous savez que
il y a eu cette déclaration d'intention commune signée à Davos par Mme Leutard et son homologue allemand. Et maintenant, il s'agit de négocier sur cette base et de manière générale sur les principes qui avaient été précisés par le passé. Et puis, il y a toute la question des accords fiscaux, de l'impôt libératoire, tout spécialement avec l'Allemagne, qui a valeur d'exemple pour la stratégie du Conseil fédéral. Et il y a le dossier fiscal, financier, de manière générale, le dossier avec l'Italie global que nous cherchons à débloquer actuellement, de manière à rapidement pouvoir, au fond, renouer d'excellentes relations avec ce très important voisin italien. Et nous avons là aussi bon espoir, surtout après la rencontre avec le ministre des Affaires étrangères italien, que les choses puissent s'améliorer assez rapidement là aussi. Ça, c'est pour le premier axe, donc les voisins, le premier cercle. Le deuxième axe, c'est le deuxième cercle, c'est l'Union européenne. Plus exactement, nous voulons aménager et approfondir nos relations avec l'Union européenne en sauvegardant notre marge de manœuvre politique et nos intérêts économiques à long terme. Nous vous avons présenté il y a un mois, pratiquement exactement, jour pour jour, la feuille de route. Je n'y reviens pas dans le détail. J'aimerais juste rappeler que nous avons donc écrit à l'Union européenne, à la Commission à ce sujet, et que nous attendons la réponse sur cette proposition d'approche stratégique de la question future des relations bilatérales entre la Suisse et l'Union européenne. Je peux simplement vous informer que entre-temps, nous avons pu avoir des contacts directs avec la France, l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre. L'Allemagne sera pour la semaine prochaine, et que cette approche stratégique fait l'objet donc de discussions avec les principales capitales, et que l'accueil est intéressé. En tous les cas, on verra ce que nous pouvons faire par la suite. C'est encore trop tôt pour donner une température exacte. Ça, c'est l'axe numéro 2. L'axe numéro 3, je dirais là, c'est le troisième cercle, mais c'est beaucoup plus large, alors, puisque là, il s'agit essentiellement de la question de l'Europe plus et encore d'autres éléments touchant à la stabilité. Donc, le Conseil fédéral dit en gros qu'il souhaite poursuivre et adapter l'engagement de la Suisse en faveur de la stabilité en Europe, dans les régions limitrophes. Ça veut dire évidemment Caucase, par-delà Caucase, Balkans, Caucase, mais également l'Afrique centrale, l'Asie centrale, pardon, mais le Proche-Orient également, et puis l'Afrique du Nord. Donc ça, ce sont les régions en particulier qui font l'objet d'un certain nombre de soucis en matière de stabilité, mais il y a aussi toute la politique humanitaire et de développement qui touche à des pays sensibles ou à des pays en conflit ou qui ont eu des conflits en reconstruction ou dont les structures étatiques n'existent pas. Et là, concrètement, nous vous avons présenté il y a 2 semaines tout ce qui concernait le message de la coopération internationale. Là non plus, je n'y reviens pas pour des questions de temps, mais nous avons fixé au fond ce message en direction d'une très forte intégration des différentes actions de la Suisse dans ces domaines. Le quatrième et dernier axe prioritaire fixé par le Conseil fédéral, ce sont les partenariats stratégiques et les thèmes globaux. Plus exactement, nous voulons renforcer et diversifier les partenariats stratégiques. Nous voulons gagner ou engager plutôt une amélioration de la gouvernance globale avec un accent sur les thèmes force de la Suisse. C'est évidemment tout ce qui concerne les droits de l'homme, la démocratie, l'état de droit, mais c'est aussi des thèmes du genre science et recherche. Et ces forces de la Suisse vont jouer un rôle dans nos différents engagements. On va se concentrer sur ces forces autant que possible. Et nous voulons également tenir compte clairement de la force que nous avons actuellement et que nous devons promouvoir avec la Genève internationale. Concrètement, les partenariats stratégiques sont évidemment souhaités par la Suisse avec des pays émergents ou des pays du G20, mais on peut envisager beaucoup d'autres partenariats stratégiques. Et nous voulons renforcer notre action dans les forums multilatéraux. Là aussi, quelques exemples. La Suisse est candidate à, ce n'est pas celui que vous voyez maintenant, mais je l'ajoute dans la discussion, est candidate cette année à l'ASEM, c'est le forum ou le meeting Asie-Europe. Et cet élément qui est en bonne voie nous permettra d'avoir une porte ouverte sur une relation qui représente 60% du commerce mondial. Ça, c'est un exemple qui est prioritaire cette année. La Suisse va aussi débuter sa 2e décennie à l'ONU. Et on peut le dire, la première a été une décennie où on a pu marquer
l'intérêt de la Suisse et sa responsabilité dans les enjeux globaux, précisément, comme je le disais avant, et nous allons inscrire la deuxième décennie sur la ligne de la réforme institutionnelle de l'ONU et également de la sécurité. Et puis la Suisse va présider, c'est ce que vous voyez là, l'OSCE en 2014, ça veut dire qu'elle entre dans la troïka présidentielle entre 2013 et restera encore jusqu'en 2015. En 2013, la présidence sera celle de l'Ukraine et en 2015 de la Serbie. Nous avons eu l'occasion hier d'en parler déjà puisqu'il y a eu la visite du ministre des Affaires étrangères serbe dans la mesure où nous avions présenté non pas une candidature conjointe, mais on avait présenté une candidature pour 2014 de la Suisse et pour 2015 de la Serbie dans un même mouvement. Et cette candidature a finalement été acceptée et pour la Suisse et pour la Serbie. Voilà, mesdames et messieurs, je vous ai déjà parlé du thème central des ressortissants suisses, je n'y reviens pas. Vous avez donc ici une stratégie, un cadre global fixé par le Conseil fédéral. Et il va de soi, encore une fois, que ça restera un cadre qui nous permet de décliner après les différentes actions et priorités spécifiques de la Suisse dans les différents domaines, que ce soit thématiques ou régionaux. Voilà, je suis à votre disposition pour des questions, réponses. Merci, Monsieur le Conseiller fédéral. Je vous donne donc tout de suite la parole qui souhaite poser la première question. Y a-t-il des questions? Y a-t-il pas de questions? Si, Monsieur Krauthammer. C'était la bonne question. C'était la bonne question. Herr Burkhalter, wir lesen, dass von Deutschland her eher negative Signale kämen in Bezug auf das Steuerabkommen. Was wissen Sie dazu und was unternehmen Sie, damit das Abkommen dann wirklich auch unter Dach und Fach kommt? Wir sprechen über die Abgeltungssteuer. Also es gibt negative und positive Signale. Das ist viel zu früh, um zu sagen, das heißt nicht, dass wir lange dauern, aber es ist noch zu früh, um zu sagen, ob es pessimistisch angesehen werden soll oder nicht. Ich bin noch optimistisch. Also ich glaube, wir können so viel machen. Konkret, wir haben viele Diskussionen auf ministerieller Ebene, aber auch mit den Ländern. So haben wir angefangen. Und wir haben diese zwei Probleme. Ein Problem ist mit der EU-Kommission und ein Problem ist mit den Ländern. Und bei beiden Problemen hat der Bundesrat eine Strategie, um Gegensteuer zu bringen. Und wir glauben, wir können noch optimistisch bleiben, aber es ist schwierig, das ist klar. Das ist keine einfache Sache und es ist ein Beispiel für die Zukunft, ein Modell. Dann wir müssen da gewinnen. D'autres questions? Oui, Monsieur Strozzi. Tony, pardon. Moi, sur le même sujet, aujourd'hui, M. Monti à Bruxelles a dit que l'Italie ne veut pas signer soit un accord fiscal avec la Suisse parce que la Suisse doit d'abord négocier avec l'Union européenne. Donc, est-ce que ça aussi, c'est un signal de pression supplémentaire? Non, c'est vraiment tout à fait normal. Pour ceux qui connaissent M. Monti et son passé, vous comprendrez très bien que M. Monti ne peut pas prendre une position en faveur d'un dossier dans lequel la Commission européenne n'a pas encore donné quelque part un feu vert. Et c'est normal, et nous le comprenons parfaitement, et c'est dans ce sens-là que nous en avons d'ailleurs parlé avec le ministre des Affaires étrangères, M. Terzi. Et il est évident qu'on cherche une solution pour après, au cas où il y a un feu vert, mais de toute manière, dans les relations avec l'Italie, l'intérêt est très grand, aussi bien de la Suisse que de l'Italie, de réchauffer cette relation rapidement et de faire en sorte que nous discutions assez vite les différents points, même si nous ne pouvons pas imaginer un déblocage sur tous les dossiers très rapide, bien évidemment. Mais je ne suis pas du tout surpris, d'ailleurs ce n'est pas nouveau non plus, la position de M. Monti que, semble-t-il, vous avez lu ce matin et que je n'ai pas lu parce que je n'avais pas le temps de la lire, mais j'imagine tout à fait qu'il ait pu dire ça. D'autres questions? Plus de questions. Je vous remercie et à tout à l'heure. Bonne journée.